Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin et on ouvre ce matin notre page consacrée à l'immigration, comme chaque semaine, avec Marcel Poirier. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette proposition de loi qui est actuellement présentée devant le Congrès et qui concerne nos snowbirds, donc sur le sud de la Floride. Alors tout d'abord, peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'un snowbird ? Alors tout à fait, Grégory. Alors aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Hier, nous avons eu la nouvelle que le Congrès des États-Unis considère donner aux snowbirds, quelle est la définition de snowbirds? Ce sont les retraités de 55 ans et plus canadiens qui viennent aux États-Unis, surtout en Floride, pour passer 6 mois l'hiver, alors ce qu'on appelle les snowbirds. La proposition de loi qui est passée hier devant le Congrès, qui a été introduite hier devant le Congrès, dit que les snowbirds, 55 ans et plus, qui auraient signé un bail ici en Floride, où ils ont une maison aux États-Unis, pourront rester jusqu'à 8 mois par an ici aux États-Unis sans être fiscalisés comme un Américain et être taxés sur tous leurs biens au niveau international. Alors c'est pratiquement inespéré pour ces snowbirds, qu'ils l'espéraient depuis longtemps, cette extension de la durée de validité en fait, légale sur le territoire. Tout à fait. Cette demande a été faite depuis plusieurs années et maintenant c'est vraiment le plus près que nous avons jamais été que cette loi puisse être acceptée par le Congrès des États-Unis. Alors l'impact, bien sûr, l'impact que les Canadiens doivent être au courant, c'est l'assurance maladie du Canada. L'assurance maladie du Canada leur demande d'être au Canada 183 jours par an. Donc le reste de l'année? Le reste de l'année. Alors s'ils sont ici 8 mois par an, si les Canadiens sont ici 8 mois par an, ils peuvent probablement perdre leur assurance maladie. Alors ils peuvent bien sûr la récupérer, mais pour la récupérer, il y a une carence? Il y a 3 mois d'attente, je sais, dans la province du Québec, et il faut voir, parce que le Canada, la loi est par province, il faut regarder dans chacune des provinces quel serait l'impact. Je sais qu'il y a certaines provinces du Canada qui parlent que peut-être ils ne vont pas leur retirer l'assurance maladie. Alors, c'est des nouvelles qu'il faut vraiment toujours regarder du côté américain et du côté canadien, l'impact au Canada. Et puis également sur l'assurance maladie, il n'y a pas une période, en fait, une fois tous les 7 ans, où les snowbirds peuvent se permettre de rester plus de 6 mois à l'étranger? C'est ça. Alors, ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Il y a aussi un mélange avec les lois américaines. L'assurance maladie du Québec permet aux Québécois de sortir une fois tous les 7 ans pour une année complète, année complète sans perdre l'assurance maladie. Alors, au départ, les Québécois pensaient qu'ils pouvaient rester une année au complet aux États-Unis. Alors là, il y avait un conflit avec l'immigration. L'immigration leur permettait de rester 6 mois, même si le Québec, avec l'assurance maladie, leur permettait d'avoir l'assurance maladie, même s'ils étaient à l'extérieur pendant 1 an. Alors, ces deux lois vont se rapprocher. Alors, tous les 7 ans, les Québécois sont tranquilles, ils peuvent sortir 1 an sans perdre leur assurance maladie, mais ils doivent faire attention, si cette loi passe, de ne pas perdre leur assurance maladie, même s'ils sont autorisés jusqu'à 8 mois ici. Donc il faut faire attention à l'assurance maladie, mais si ce projet de loi vient à passer, quels seront les avantages pour les snowbirds? Un des avantages que je pense qui serait bon pour eux, c'est qu'ils pourront maintenant louer à l'année, parce qu'au lieu de louer saisonnier qui leur coûte extrêmement cher dans le moment pour 6 mois, ils pourraient louer un appartement ou une petite maison à l'année s'ils peuvent rester 8 mois. Alors ça va encourager les gens à dépenser moins d'argent, surtout avec le taux de change avec le Canada qui est extrêmement cher pour les Canadiens de venir ici aux États-Unis, qui est entre 30 et 35 % de différence. Ils pourront venir et peut-être même acheter un bien immobilier, sachant qu'ils peuvent être ici 8 mois par an, sans avoir besoin de s'inquiéter du fameux formulaire dont j'ai beaucoup discuté avec mes clients, le 8840 pour les taxes qu'ils sont obligés de faire chaque année pour ne pas être fiscalisés en tant que résident américain. Alors ça serait retiré dans cette proposition de loi. C'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Alors c'est 55 ans et plus. Oui, j'allais le rappeler. Et ceux qui ont signé un bail, c'est ça? Un bail où ils ont un titre de propriété ici aux États-Unis. Alors, ça fait partie de cette catégorie et c'est que pour les Canadiens. Malheureusement, pour nos Européens et nos autres clients, cette loi est que pour les Canadiens. Bon, une très bonne nouvelle pour les snowbirds. Et puis également, dans ce dossier immigration, nous allons également parler de cette moins bonne nouvelle qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs étrangers hautement qualifiés. Donald Trump, le président américain, s'attaque un petit peu à cette catégorie de personnes. Il vient d'annoncer la suspension, c'est ça, d'une partie des H1B, la version premium.
C'est-à-dire que... Alors, effectivement, nous avons eu cette semaine une autre nouvelle par rapport au premium, qu'est-ce qu'ils appellent le premium processing. Ouais. Le premium processing, ce n'est pas la catégorie. Nous parlons des visas professionnels, des gens très qualifiés, ça veut dire qui ont au moins 4 ans d'université ou 12 ans d'expérience ou une combinaison des deux. Alors, il y avait un premium qui existe aujourd'hui de 1 225 $ où les gens ont une réponse à leur pétition en 15 jours. Alors, pour les H1B, la saison des H1B commence le 1er avril. Oui. Tous les dossiers doivent être reçus et envoyés pour le 1er avril de cette année pour un début d'emploi au 1er octobre. Cette année, ils ont fait une suspension du premium. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas payer 1 225 $ pour avoir une réponse en 15 jours. Alors, la réponse va être entre 3 et 6 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise américaine? Oui. C'est qu'ils ne sauront pas avant 3 ou 6 mois si oui ou non ils peuvent faire venir cet employé de l'étranger, ce qui va impacter les sociétés à prendre des décisions rapides. En plus, le début d'emploi est en octobre. Alors, si vous calculez de avril à octobre que vous aurez 3 à 6 mois d'attente pour une réponse, en plus, vous avez les quotas parce que les H1B, ils en accordent 65 000 par an pour toutes les États-Unis. C'est une loterie, c'est bien ça? C'est pas une loterie. C'était pas une loterie. Ce qui arrive, c'est que les dernières années, ils ont reçu peut-être entre 200 et 250 000 demandes en une journée. Ça veut dire le 1er avril, tous les dossiers arrivent le 1er avril parce que sinon, les quotas sont atteints rapidement et ils restent ouverts. J'ai vu une année, les quotas ont fermé le lendemain. Tellement que la demande était forte. C'est ça. Alors, vu qu'ils reçoivent tous les dossiers le premier jour, ils font ce qu'ils appellent une sélection random, ce qui est l'équivalent d'une loterie. Ils sélectionnent les 65 000 dossiers. Alors, les quotas referment entre 1 semaine et 2 semaines maximum. Alors, tous les gens qui veulent pétitionner pour un H1B, ils sont vraiment obligés que le dossier arrive pour le 1er avril, sinon il n'y a presque pas de chance d'être choisi, même pour une considération. Ouais. Et après, les demandes sont quand même très, très, très exigeantes. C'est des dossiers difficiles. Et qu'est-ce qu'on doit y voir en fait dans la politique de Donald Trump de vouloir limiter cet accès premium sur l'obtention d'un visa H1B? Alors, je pense, selon moi, la logique de Donald Trump, c'est que si les entreprises n'ont pas leur réponse tout de suite, ils vont être obligés de peut-être considérer des employés américains qui peuvent commencer le travail immédiatement. Parce que ce n'est pas facile d'être 3 à 6 mois sans savoir si un poste peut être occupé. Et quand vous avez une entreprise qui a besoin de faire travailler des gens, surtout des gens très qualifiés, ça force un petit peu les entreprises à avoir un plan B, qui est peut-être d'avoir un employé américain qui est prêt tout de suite à venir faire ce travail. Alors, je crois que c'est, encore une fois, du protectionnisme pour les Américains qualifiés, pour dire aux entreprises, voilà, OK, vous pouvez faire venir des étrangers, mais ça va vous prendre plus de temps pour avoir une réponse des États-Unis. Alors qu'on le rappelle, le H1B est toujours d'actualité, il n'a pas été supprimé. On parle bien de la version premium, c'est ça qui a été suspendu pour une durée de 6 mois? Ils ont dit jusqu'à 6 mois pour le moment. Alors, et le premium n'est pas suspendu pour les autres types de dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à cette version premium pour d'autres types de visas. Lesquels, oui. Par exemple? Le premium processing existe pour les visas de L1, par exemple, les visas de filiale. Il existe pour les E2 qui sont demandés de l'intérieur des États-Unis. Alors, le premium processing existe également pour certaines catégories de cartes vertes. Par exemple, les gens d'aptitude extraordinaire peuvent demander le premium pour avoir une réponse en 15 jours. Alors, il existe dans différentes catégories. Alors, cette année, c'est la première fois dont moi, je vois que le premium processing est maintenant suspendu pour les H1B. Et ensuite, nous allons savoir, par rapport à la loterie, qu'est-ce qui va arriver le 1er avril. La préparation des dossiers pour les H1B va être très importante. Il faut vraiment que la sélection soit bien faite pour les employés. Parce qu'on avait une facilité à l'obtenir en prenant la version premium, ou c'était juste la durée qui était raccourcie? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait plus de chances d'avoir un H1B en souscrivant à cette option premium pour 1 225 $, ou alors c'était seulement le temps qui était raccourci? Alors, ils n'ont pas plus de chances en payant 1 225 $ d'obtenir le H1B. C'est juste le temps, en fait. C'est le temps, mais aussi les quotas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand 65 000 H1B sont accordés, les quotas sont atteints pour l'année. Après, c'est terminé, il n'y en a plus. Alors, les gens qui payent le premium avaient plus de chances que leur dossier soit étudié avant. Les autres, alors, ils ont plus de chances qu'ils sont dans les 65 000. Là, maintenant, tout le monde va être égal. Personne va être étudié plus rapidement que d'autres. Et quels sont vos conseils pour justement mettre toutes les chances de son côté pour obtenir ce H1B maintenant que la version premium est suspendue?
Sur quoi il faut vraiment miser pour que le dossier soit vraiment carré? Alors, pour les H1B, c'est ce que je discutais justement avec un avocat qui travaille avec moi hier. Les H1B sont devenus très, très, très difficiles. Alors, il faut que les gens soient qualifiés en termes d'études ou d'expertise professionnelle qui ne peuvent vraiment pas être trouvées dans un employé américain. Et aussi, ils regardent les sociétés. Il faut que les sociétés soient assez importantes où ils ont un besoin d'engager un professionnel. Si la structure est trop petite, les visas H1B sont normalement pas accordés parce qu'ils ne considèrent pas que la société a besoin d'un employé aussi qualifié. Alors nous regardons pour accepter les dossiers si les gens sont diplômés, parce que c'est un critère maintenant qui est important pour l'étude des dossiers. Ou s'ils ne sont pas diplômés, ils ont au moins 12 ans d'expérience dans un domaine spécialisés, mais qui auraient besoin également d'un diplôme. Même s'ils n'ont pas le diplôme, il faut que la position montre qu'ils auraient eu besoin d'un diplôme pour faire ce travail. Alors, c'est très difficile à analyser. Les gens doivent être qualifiés en termes de diplôme, d'années d'expérience et de capacité qu'un Américain ne peut pas avoir. Et aussi l'entreprise. L'entreprise doit être conséquente avec un besoin d'un employé de haut niveau, comme vous expliquez, une expertise de haut niveau. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Marcel Poirier. Je vous laisse peut-être nous rappeler vos coordonnées pour qu'on puisse faire appel à vos services. Alors, vous pouvez nous joindre au cabinet ou vous pouvez visiter mon site internet qui est marcelpoirier.com ou nous téléphoner quand vous avez mes coordonnées qui s'affiche juste en bas de l'écran. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet lié à l'immigration. On évoquait sûrement le visa E2 ou d'autres sujets qui font l'actualité. En attendant, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau ce matin pour nous expliquer cette bonne nouvelle pour les Snowbirds, parler du H1B. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci Grégory. Merci à vous. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.